Voilà qui est à votre gauche, directeur international de TARA, donc ce grand programme d'expédition, d'exploration scientifique. Et puis à sa droite, Alexandre Ganacho, océanographe, spécialiste de l'océanographie physique, directeur du LEGOS, qui est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Je voudrais qu'on commence avec vous, Alexandre Ganacho, parce que quand j'ai lu l'intitulé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que l'océanographie physique et l'océanographie spatiale, en fait? Tout ça est en lien avec les satellites, l'espace et la mer. Oui, tout à fait. En effet, c'est un peu mystérieux. On n'étudie pas l'océan dans l'espace. Et on peut se demander pourquoi un laboratoire d'océanographie à Toulouse. C'est qu'au fait, historiquement, quand le CNES, le Centre national d'études spatiales, a commencé à lancer des satellites d'observation de la Terre, et les premiers satellites d'observation de l'océan, il a créé un laboratoire avec des chercheurs juste à côté. On est physiquement à 50 mètres de l'entrée du CNES, pour que les chercheurs travaillent avec les ingénieurs et puissent designer, puissent créer des satellites qui soient utiles à comprendre l'océan. D'accord. Et donc et grâce aux satellites, on peut modéliser. En fait, plus on est en altitude, mieux on voit l'évolution, enfin, tout ce qui affecte les océans. Alors, pas trop. Hein. Plus on va haut, moins on voit clair, quand même, parce qu'on s'éloigne. Et aujourd'hui, on a des satellites qui sont à une hauteur de à peu près 1500 km et qui arrivent à mesurer des hauteurs de mer d'à peu près 1 cm. C'est comme si, à 20 km, vous pouviez détecter une aiguille posée sur quelque chose. Donc la hauteur de l'aiguille, vous pourriez la détecter. Ça demande énormément d'ingénierie, énormément de précision. Et ce sont ces modèles, non pas ces modèles, mais ce sont ces données qui vont nous permettre de comprendre comment l'océan se comporte, comment il circule, et puis évidemment la montée des eaux, puisqu'on va le voir monter l'océan. Et l'océanographie physique, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est par opposition à la biologie, par exemple. Donc, on va étudier surtout les courants océaniques. La physique, ça va être les caractéristiques comme la température, la teneur en salinité, les forces physiques qui s'exercent sur les océans. On va aussi étudier le couplage avec un petit peu de biologie, mais typiquement, on ne va pas jusqu'aux baleines. On va être les physiciens du groupe. D'accord. Alors André Abreu, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est TARA, avant de nous faire plonger d'ailleurs dans le quotidien de ces explorateurs, parce qu'on va voir un petit film. Donc on va voir comment ça se passe à bord de TARA. Et en fait, je couple aussi ma question avec le fait que ce qui est intéressant avec TARA, c'est que bon, ici on est à Futurapolis, on parle du futur, et vous intéressez aussi à ce que va être notre futur en observant ce qui se passe dans les océans. Mais ce qui est fou, c'est que c'est avec des instruments qui sont ceux des siècles passés, puisque c'est un bateau qui part à l'aventure, comme on le faisait à l'époque de Bougainville. Oui, merci Christophe. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir la salle pleine dans ce samedi un peu turbulent, où les changements climatiques sont un sous-entendu dans ces mobilisations. Non, TARA, en fait, c'était une goélette. Vous allez voir quelques images que je vais demander à la régie de passer dans 2 minutes. Mais avant, juste pour répondre à ta question, c'est une goélette de 36 mètres qui cherche à renouer avec la tradition des grandes expéditions naturalistes du 19e siècle. Parce qu'avec la modernité, il se trouve qu'une expédition aujourd'hui coûte très très cher avec les grands bateaux océanographiques. Donc TARA, c'est un bateau relativement petit, 36 mètres pour 12 mètres, qui a été construit par Jean-Louis Etienne, certains connaissent ici, les grands explorateurs, pour explorer la glace. Et quelque part, oui, on renoue avec la tradition ancienne de vouloir connaître, parce que l'océan est essentiellement inconnu. Nous connaissons plus la surface de la Lune que le fond marin. Nous avons l'habitude de dire ça. Sur l'expédition TARA Océan, que vous allez voir une petite vidéo tout à l'heure, on a découvert tout un monde inconnu de plancton, de micro-organismes, ce qu'on appelle le microbiome océanique. Et ce plancton-là, qui représente 90% de la vie en mer, il est inconnu jusqu'à 80% de ses gènes. Donc en fait, on connaît entre 5 et 10% de la biodiversité marine aujourd'hui. Et dans ces 85-90% d'inconnus,
peuvent être donc les réservoirs de l'énergie des demain, des biocombustibles des demain, à travers les médicaments aussi, à travers les microalgues, les médicaments et des solutions pour la société de demain. Donc en fait, on dit que la mer est un terrain inconnu encore aujourd'hui, si on compare avec les forêts, avec les mangroves, avec les steppes par exemple. Sauf qu'on risque de détruire ça, d'après, parce qu'on a j'ai eu la chance de dîner hier avec André Abreu, on va en parler tout à l'heure, mais notamment des nanoparticules de plastique qui sont maintenant tellement petites qu'on n'arrive pas à les détecter, et on risque de détruire tout ça avant même de pouvoir explorer toutes les possibilités que nous offre l'océan. Ouais. Oui, pour faire un lien avec Photorapolis, avec la ville de demain, comment on voit cette ville. Nous, on voit la ville depuis la mer. Quand on croise le Pacifique et qu'on arrive à Shanghai, par exemple, on fait un mois de mer, de navigation dans le Pacifique, dans les régions très préservées, très, très sauvages, et du coup, tu arrives dans une métropole comme Shanghai. Donc, 2-3 jours avant d'arriver, on commence à voir les flux de déchets en fait qui s'accroissent. Et si on rentre dans la ville, il y a des bassins versants où tu peux carrément rentrer dans les grands fleuves en fait. Et là, on voit que la ville doit changer. Pour l'océan, la ville doit changer. Notre façon de gérer nos déchets, notre eau potable, notre eau pluviale. Doit changer parce que la mer ne peut plus encaisser. En fait, on a traversé la grande gire du Pacifique Nord, qui certains... La grande gire, alors oui, réexplique. Le grand vortex du Pacifique Nord, qui, en fait, c'est un vortex naturel, physique, Alexandre pourra dire un mot peut-être, qu'on appelle le 7e continent, parce qu'il y a une telle concentration de plastique que c'est presque un continent plastique, même si c'est pas vrai. Nous, on conteste un peu cette image parce que c'est pas du tout solide. Mais le fait c'est qu'il y a 6 kilos de plastique pour 1 kilo de plancton. Quand on prélève 1 litre d'eau. 6 kilos de plastique, 1 kilo de plancton. Ouais, donc l'océan ne peut plus encaisser autant de déchets. Mais les déchets organiques, bien sûr, ils sont encaissés par la biodiversité. Ils se transforment en nutriments pour certains. Des fois, il y a des gros problèmes d'algues qui prolifèrent à cause de trop de nutriments. On appelle l'eutrophisation. Mais le plastique, il ne se dégrade pas. Donc, une petite particule de plastique issue d'un sac plastique peut flotter dans l'océan jusqu'à 400 ans. Une bouteille PET qui va couler au fond de la mer, elle va rester... Nous, on n'a même pas de recul, mais elle ne se dégrade pas du tout parce qu'il n'y a pas de lumière, donc elle ne peut pas s'oxyder. Donc elle va se fossiliser, elle va rester là pour toujours, pour plus de 500 ans sans doute. Donc il faut vraiment qu'on se prenne le défi de gérer les déchets à terre parce que 85 à 90% des déchets marins, qu'on appelle, viennent des grandes villes. Donc quand on arrive dans une grande ville, en fait, c'est assez choquant. Et nos marins et nos scientifiques, des fois, ils nous alertent même sur des courants de déchets en pleine mer. Ouais. On essaye de comprendre tout ça. Parce que vous me disiez hier qu'on retrouve même du plastique dans la banquise, là. Non. Ah oui, dans la banquise. Je vais profiter pour demander à la régie de nous passer quelques images de Tara arctique, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais la banquise, donc, c'est une des régions préférées d'exploration des Tara. Le Tara a été construit pour ça. Jean-Louis Etienne s'est inspiré dans l'histoire du Fram, l'histoire des Nansen, qui est ce Norvégien qui, il y a plus d'un siècle, a fait la supposition que l'Arctique n'était pas un continent, mais un océan gelé. Avant, en 1850, 1860, on pensait que comme l'Arctique était un continent. Et en fait, non, c'est un océan qui gèle et qui dégèle tous les ans à des proportions différentes. Donc, Tara a été construite pour aller se mettre sur cette banquise. Voilà la banquise arctique. Et se laisser emprisonner. Après, il y a du film. Non, comme on a dit film, il y a d'abord des photos et après, il y a le film. Se laisser emprisonner, en fait, volontairement dans la banquise. C'est une goélette en aluminium qui était construite pour ça. Donc, elle est arrondie. Voilà. Comme vous voyez là, comme un noyau d'olive. Comme ça, quand les plaques de la banquise se ferment en hiver, elles soulèvent le bateau, elles soulèvent le Tara et elles ne crachent pas. Donc les quilles sont rétractables, tout est conçu pour aller dans cette banquise qui est en train de se fragiliser en fait. Donc elle se casse, elle se
recongèle. Au sein de cette expédition, nous avons passé 107 jours pris dans la banquise. Il y a eu 2 fois où la banquise a cédé. Et là, comme tu disais, tu as pu entendre ces sons. Oui. Les sons, les craquements de la banquise, c'est effrayant. C'est les marins qui ont été donc, dans cette expédition, qui ont passé de 6 à 8 mois, donc quasiment enfermés, prisonniers du bateau pendant la nuit polaire. Là, on parle de 6 mois de nuit totale. Ah, c'est beau quand même. Avec des aurores boréales magnifiques, c'est certain. Mais il fait moins 60, moins 80, et il faut sortir tous les jours pour faire les mesures. Donc là, c'est un peu la station qu'on avait montée, la station scientifique. Donc on mesure l'océanographie physique avec des partenaires comme les Lagos. Ah oui, vous êtes partenaire en fait, Alexandre, de Tara alors du coup aussi. Comment ça se passe? Alors, oui, les océanographes physiciens en France sont partenaires de ce type d'expédition, et également les océanographes biologistes. Dans notre laboratoire, on a quelques actions communes, pas énormément, pour des raisons, comme je vous disais, on mesure avec des satellites des choses, donc c'est difficile de coordonner les deux. Une des difficultés qu'il y a quand on étudie des choses comme le changement climatique ou les changements globaux, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de mesures répétées, de mesures qui durent, puisque vous avez peut-être entendu que le climat, il varie, bien sûr toutes les saisons, tous les jours, mais il varie également sur des échelles de temps de 10 ans. Donc on se dit, tiens, il n'a jamais fait aussi froid. Bah si, il faisait froid il y a 60 ans, pareil, quelque part. C'est pour ça qu'il faut des observations sur le long terme. Faut remonter un peu. Ah pardon, je ne parle pas assez près du micro. Voilà. Sur le long terme. Et donc Tara, ce type d'expédition permet d'explorer des choses. Et l'approche qu'on a dans notre laboratoire, c'est plutôt d'après choisir des variables d'intérêt et puis continuer à les observer sur le long terme. Ce qui est parfois difficile. Des variables d'intérêt, c'est quoi? Alors, une variable d'intérêt, très simple, c'est le niveau de la mer de la Terre entière, le niveau de la mer globale. Ça permet de comprendre beaucoup de choses si on arrive à le suivre. Mais c'est pas évident du tout, parce que vous observez, mais aussi vous analysez les données. C'est d'abord observation, analyse de données. Et c'est de la science, quoi, l'observation. Tout à fait. Donc, on utilise les observations, on va dire, des ingénieurs qui arrivent à nous émettre des données à partir des satellites. Et également, on essaie de comprendre des processus, on se pose des questions, on essaie d'y répondre. Mais pour ça, on les traite. Ouais. Et par exemple, le satellite qui détecte le centimètre d'océan, le signal du satellite va traverser des nuages, l'humidité atmosphérique, et ça va varier d'un endroit à l'autre. Donc ça va changer le signal qu'on reçoit. Ça, c'est une erreur qu'il faut corriger. Donc il faut mesurer également l'humidité de l'air avec le satellite au même moment. C'est un exemple, et il y a une dizaine de corrections comme ça qu'on doit faire pour chaque signal. Donc on va tester à chaque fois les nouveaux produits. On va Alors si, évidemment, les satellites, ils ne vivent pas 20 ans. Donc ils vivent 5, 6, 7 ans, 10 ans parfois quand ça marche bien. Et il faut revenir en arrière pour que tous ces satellites produisent un signal cohérent qu'on puisse étudier sur le long terme. Donc on va retraiter les données avec toutes ces corrections. Et là, avant de revenir à Tara, si vous deviez nous donner les 3 ou 4 données les plus préoccupantes sur justement l'état de l'océan, d'après ce qu'ont vu vos satellites, vous diriez quoi? Bien sûr, il y a la montée du niveau de la mer qui va être différente suivant les endroits. Donc c'est très préoccupant. Puis ça reflète également le contenu thermique, le contenu en chaleur, toute la chaleur qui a été emmagasinée par les océans. Au niveau changement, alors je n'ai pas abordé ça, mais ces mêmes satellites vont passer bien sûr sur la Terre et sur la glace. Et des collègues de mon laboratoire vont étudier ce signal de retour sur la glace. Donc ils vont étudier les calottes polaires au-dessus du Groenland, au-dessus de l'Antarctique. Et donc ils vont suivre les évolutions et donc les déplacements des calottes polaires, également les glaciers. Et on peut suivre, grâce à ça ou avec ça, des variables très, très inquiétantes au niveau de la disparition des glaciers. Au niveau récemment, il y avait une publication des effondrements énormes de glaciers tibétains qui sont effondrés. Ça s'était jamais vu avant. Enfin, si, une fois en 2003, et c'était la première fois. Là, il y en a 2 qui sont tombés. Puis en Arctique, on a entendu cette double fracture, on en avait parlé, double fracture. Donc la plus vieille glace au monde s'est fracturée cet été, en fait. Ça, alors en Arctique, on n'a pas suivi ce genre de...
Ce qu'on fait, c'est différent sur la banquise. On essaye de mesurer avec des satellites altimétriques l'épaisseur de la banquise. Et parce qu'on l'a vu, c'est pas si simple. On n'a pas juste une banquise pleine, on a des fractures, on a des zones avec comme des glaçons, de la glace pilée qui flotte, en fait. Et ce qu'on fait, c'est que lorsque nos satellites altimétriques rencontrent la banquise, il y a un petit saut. C'est ce saut qu'on va analyser pour avoir l'épaisseur de la banquise et donc pour pouvoir suivre et ensuite la modéliser dans les modèles climatiques, modéliser la banquise, voir comment ça fond, comment ça revient. La modéliser, c'est-à-dire la recréer. Voilà, la recréer de numériquement. façon numérique. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. D'avoir une sorte de carte en 3D. Alors, André. Ouais, et c'est un enjeu encore très inconnu, hein, donc les futurs nous attendent sur ces niveaux de montée de la mer. On ne sait pas trop si les Groenland va fondre plus ou moins vite, et l'Antarctique aussi. Donc il y a des gros inconnus sur la fonte et de l'Antarctique et du Groenland, et ainsi comme la libération du méthane qui est sous le permafrost, donc du pôle Nord. Et si ce méthane est libéré, donc dépendant de la vitesse de la fonte de la glace, il va avoir une libération de méthane qui n'est pas encore calculée dans les mesures du GIEC. Il y a du méthane, pourquoi? Enfin, sous la glace. Ouais, sous la glace, il y a beaucoup de gaz qui vient d'où, en fait? Qui vient de la vie qui a été fossilisée, emprisonnée par cette glace. Avant les glaces, d'accord. Avant les glaces. D'accord. Comme le pétrole. Hein. Le pétrole, c'est du plancton fossilisé qui tombe pendant des millions d'années, mais des milliards d'années au fond de la mer. Et ça, il se sédimente. Ouais. Et aujourd'hui, on le pompe. Ouais. D'ailleurs, c'est une donnée intéressante. Aujourd'hui, on brûle 1 million d'années plancton par an en carburant. Ouais, c'est ça. 1 million d'années avec cette pompe de vie où les phytoplanctons qui a nettoyé l'atmosphère pour nous, hein, on ne sait pas trop, mais sans les planctons, on ne serait pas là, c'est-à-dire sans le travail des productions d'oxygène et des captages de CO2 des premiers organismes vivants qui ont été dans la mer pendant 3 milliards d'années avant d'aller sur Terre, l'atmosphère ne serait pas propice à la vie. Et donc c'est un travail ou un service écosystémique, comme on dit un peu dans le jargon, qui est réalisé par la biodiversité marine et qui, nous, on est en train de pomper ça à 1 million d'années plancton par an pour nos bagnoles, quoi, pour nos carburants. Donc c'est assez effrayant. Bon, c'est le sujet du moment en plus. Alors on continue à regarder. Je voudrais qu'on voit le film. C'est un peu impressionnant. Je ne sais pas si on peut. Il restait des images encore. Ouais, le film sur la science à bord. Donc voilà. Ça a été pour vous montrer, pour vous donner une idée de comment ça marche à bord de Tara. On peut éteindre les lumières ou pas pour être un peu plus dans l'ambiance? Ben, nous on a les lumières en pleine figure là. Si on peut les. Non. Bon, ben on va rester sous la lumière. Donc là, ils font quoi, peut-être donc là, c'est l'arrière du bateau. Donc c'est là où on déploie les outils scientifiques. Donc on plonge en fait des bouteilles, la rosette, comme on dit, qui est contrôlée par ordinateur. Donc elle est programmée pour ouvrir et pour collecter l'eau à différentes températures. En fait, c'est programmé par un ordinateur de bord. Et là, on n'est plus dans le Pacifique, là. Enfin, on n'est plus dans l'Arctique. Non. Ça, c'est dans l'Atlantique. C'est Tara Océan. Donc c'est l'étude du plancton. C'est l'étude globale du plancton. Donc il y a un labo à bord. Donc quand les échantillons arrivent, ils sont classés. Ils sont immédiatement mis en microscopie à bord. Pour avoir ces images vivantes, pour avoir cette... Ça, c'est du plancton, ça. Tout ça, c'est du plancton. Ouais. Tout ce qui est des bactéries jusqu'aux larves des poissons qui flottent, qui dérivent, qui vient du planctos dérivé. En fait, c'est du plancton. Et ça correspond à 90% de la vie en mer. C'est vraiment la base de la production d'oxygène, des services écosystémiques rendus par la mer, de la chaîne alimentaire. Donc c'est un travail qui est très nouveau. On ne connaît pas grand-chose encore sur le plancton. Mais voilà à quoi ça ressemble une journée à bord. En fait, c'est du matin jusqu'à la nuit, de la collecte, du traitement. Ils sont combien sur un bateau comme ça? Il y a combien de scientifiques? C'est quoi, Tara? Alors, Tara, il y a 16 places à bord, 8 cabines doubles. Donc, on est obligé d'avoir 6 marins. Aux 5 marins, il y a un cuisinier.
personne importante à bord. Mais il fait que du plancton. Surtout quand on fait... Cuisine à base de plancton. Ouais, ça va être possible de manger des microalgues. Il y a de la spiruline déjà qui devient populaire, mais pas encore. Alors, j'ai reconnu un membre du laboratoire qui était à bord du bateau. Donc, tu vois, il y avait effectivement des collaborations. Donc, il y a un Toulousain dans le bateau, là. Alors, justement, André, je voudrais qu'on aborde un autre... Bon, là, on a parlé de la glace, de la banquise, de la fonte. D'ailleurs, Alexandre, vous avez certainement votre mot à dire aussi là-dessus. Je voudrais qu'on passe à un autre aspect de l'expédition Tara. C'est Tara Pacifique. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me fascine absolument que vous avez fait, c'est que un des dangers qu'on n'a pas mentionné, c'est l'acidité de l'eau, le niveau d'acide qui monte et qui donc tue notamment les coraux. Enfin, je vous laisse peut-être expliquer. Et là, Tara Pacifique, Tara revient d'une expédition qui a été centrée sur les coraux, avec non seulement de l'observation, mais peut-être des solutions. Oui, comme je disais, Tara est un bateau taillé pour faire de longues expéditions. C'est un peu notre complémentarité avec la recherche nationale qui est faite par l'Ifremer sur des grands bateaux qui font des expéditions plus ciblées, mais plus courtes aussi. Donc, on a passé 2 ans et 8 mois dans le Pacifique à étudier les récifs coralliens. C'était la plus grosse collecte des récifs coralliens jamais faite en longueur dans le Pacifique avec les mêmes protocoles. Et donc, nous avons effectué... Tara vient de rentrer, le 28 dernier. On est arrivé à Lorient avec une grande fête bretonne, et le bignou et tout. Donc, on a effectué 2800 plongées de collecte de récifs. Donc, un peu partout, en fait, c'est quoi le territoire d'observation? On a fait, vous allez voir dans les petits films, peut-être il y a un dernier petit film que vous pouvez passer, sur Tara Pacifique, il y a la trajectoire. Donc, on est parti de Lorient. On a passé Panama et on a fait tout le Pacifique 2 fois en fait, le Pacifique Sud et ensuite plus vers le nord, en passant par toute l'Asie, tout le territoire français d'outre-mer. Et la différence, voilà, ça c'est le plancton. Ça c'est le plancton, la base de la vie marine. Là c'est le plastique qu'on trouve aussi, donc on trouve beaucoup de plastique, on sépare, il y a un protocole spécifique pour le plastique. Et voilà, ça c'est le récif. Donc c'est ces anémones à l'envers là qui produisent 30% de la biodiversité marine en fait, sont produites dans les récifs coralliens, par les récifs coralliens. Donc là on est où là Là on est dans le Pacifique, on est dans les atolls de la Polynésie française, où il y a la mer des corails comme on dit. C'est une région très très riche en récifs. Et puis ces corails ils produisent des largages de polypes comme ça qui sont un vrai vivier, c'est un berceau de vie en fait. Et là on a étudié justement Serge Plane qui est le directeur de Tara Pacifique. Il nous a mis en place un consortium multidisciplinaire. On a étudié la température, l'acidification qui tue les récifs. Oui, l'acidification, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on est sur le vivant. Donc les vivants, dans les cas les récifs coralliens, ils ont des carapaces en calcaire. Oui, c'est des animaux, le corail, il faut le rappeler. Voilà, et les animaux, ils colonisent ces calcaires, en fait. Et du coup, quand il y a une hausse de température un peu subite, ils meurent. Et la question de Tara Pacifique, c'est de comprendre quelle est la résilience de ces corails. Est-ce qu'ils vont renaître? Dans quelles conditions ils vont renaître? La résilience, comme vous utilisez des mots peut-être... La résilience comme en psychologie, c'est-à-dire après un traumatisme, comment on repart, c'est ça? Ouais. C'est ça, si on est capable de repartir ou pas. Ce que nous disons avec Tara et puis les scientifiques, nous sommes une ONG d'un côté, nous avons même des actions de plaidoyer, mais nous sommes obligés de dire que le scénario n'est pas si catastrophique que ça. C'est-à-dire que l'océan est l'écosystème le plus résilient de la planète, plus que la forêt. L'océan est capable de se régénérer si on arrête de l'agresser. Et les récifs coralliens, pareil. Si on arrête de l'agresser, il est capable de se régénérer. La question, c'est de comprendre quelles espèces sont plus résistantes que l'autre et comment on peut peut-être aider ces espèces en faisant du bouturage de corail, en faisant de l'introduction. Du bouturage de corail. Ouais. Comment on fait pour faire un jardin, on introduit une plante plus résistante que l'autre.
Donc il faut comprendre ça. Donc il y a des expériences de bouturage déjà faites notamment par les Australiens. Mais là, c'est à grande échelle comme ça, en prenant tous les paramètres. Je crois que c'est la première fois que ça a été fait. Et on va pouvoir comprendre quelles espèces résistent plus, en quelles conditions, dans quelle température, quel niveau d'acidité, et pouvoir aider en fait les locaux, en fait les chercheurs locaux, à protéger ces récifs coralliens, parce que ce sont des barrières naturelles, même contre les tsunamis, contre la montée du niveau des eaux, ce qu'on dit les solutions basées sur la nature contre les changements climatiques, c'est-à-dire que l'adaptation au changement climatique, il faut prédire, mais ce n'est pas que des digues, ce n'est pas que de faire des barrières. C'est très dangereux de penser que la solution, c'est de se protéger et de faire des murs pour que la mer ne monte pas ou de reculer l'habitat. Il faut garder l'écosystème en bonne santé pour que l'écosystème joue son rôle de protection des côtes. Justement, Alexandre, à partir des données que vous observez à travers vos satellites, les données que vous traitez, quel usage en fait concret vous leur donnez à toutes ces données altimétriques? Oui, alors déjà je vais un petit peu plus loin dans nos activités du laboratoire, puisque vous imaginez certainement une bande de chercheurs tous derrière leur ordinateur, donc c'est vrai, c'est en partie vrai, mais je suis particulièrement sensible à la partie corail et en particulier à la mer de corail, puisque moi-même, avant d'être directeur de labo, du coup je fais en sorte que les chercheurs aient tous les moyens de réaliser leurs recherches aujourd'hui. Mais je faisais des expéditions avec des navires océanographiques en mer de corail, justement. J'ai beaucoup travaillé en mer de corail, autour des coraux, et avec des chercheurs qui travaillaient directement sur les coraux, que vous avez certainement rencontrés d'ailleurs à Tara. Donc, pour venir à la mer de corail elle-même, un exemple, c'est le phénomène El Niño. Alors, c'est le phénomène, pardon ? El Niño. Ouais. Alors, El Niño, c'est l'enfant Jésus, c'est un courant chaud qui venait arrêter les courants froids en Amérique du Sud, là, le long des côtes Chili-Pérou. C'est un événement qui a toujours lieu tous les 2, 5, 7 ans. Il a à chaque fois des formes plus ou moins différentes. Donc c'est un courant, c'est ça ? Voilà. Alors à l'époque, on va dire il y a 100 ans, c'était un courant chaud qui amenait des espèces de poissons tropicaux. Donc c'était plutôt bienvenu. Aujourd'hui, on a des pêcheries d'anchois très industrielles, et donc ça arrête la pêcherie d'anchois. Donc l'économie du Pérou tombe quand il y a un El Niño. Il n'est pas bienvenu du tout aujourd'hui. Donc on a beaucoup étudié ça, puisque au fait c'est un courant chaud ou une oscillation qui a lieu sur tout le Pacifique, et donc autour de la mer de corail. Bon, là, à ce moment-là, j'étais en Nouvelle-Calédonie pendant plusieurs années pour étudier ça. Et cet El Niño a des impacts, notamment quand il y a l'opposition d'El Niño, c'est-à-dire le phénomène La Niña. On a de l'eau très chaude autour de la mer de corail. Donc on va avoir... Il y a Niño et Niña. Voilà, Niño et Niña. Donc pour le Pacifique ouest, la mer de corail, on va avoir du très chaud pendant la Niña et puis du plus frais pendant El Niño. Et donc, quand il fait très chaud, il peut faire d'autant plus chaud suite à je ne sais quel épisode et une énorme mortalité corallienne. Comme tu disais, les coraux vont lâcher les zooxanthelles, les petits animaux, et vont devenir tout blancs. Oui, quand ils blanchissent, juste pour qu'on comprenne, quand on dit les coraux blanchissent, c'est-à-dire qu'ils libèrent les animaux qui les abritent, en fait, c'est ça ? Voilà, il ne reste plus que le squelette. Oui. Alors en effet, il y a une résilience, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, ça peut revenir. Mais naturellement, si c'est à répétition, ça ne revient pas. Et c'est ce qui se passe. Et avec El Niño, on a un laboratoire intéressant puisqu'on voit ce qui se passe et on voit ce qui pourrait se passer si c'était chaud en permanence. Parce que ça ne reviendrait pas. Malheureusement, ça se rapproche, les El Niño, actuellement. C'est ça la grande question. Oui, au fait, El Niño, ce qu'il y a, c'est qu'ils se suivent et qu'ils ne se ressemblent pas. Chaque El Niño a sa caractéristique. Mais ce qu'on voit, et là-bas, justement en Nouvelle-Calédonie, j'étais responsable d'un réseau de mesure de capteurs de température dans les récifs coralliens pour voir sur place comment ça se passait et voir la progression dans le temps. Parce que quand vous observez un gros blanchissement corallien à un moment, vous êtes intéressé de savoir si ça a été chaud avant, après, pendant, qu'est-ce qui a vraiment créé ce blanchissement. Et ça, on a un petit peu à partir des satellites. Mais il se trouve que localement, vous pouvez avoir un courant froid, vous pouvez avoir plein de choses. Donc c'est utile d'avoir des capteurs sur place pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et donc on essaie d'étudier ça sur le long terme avec nos collègues qui étudient les coraux et le mettre dans un contexte, comprendre si ce gros blanchissement était lié à un réchauffement dû à un El Niño ou un autre phénomène à ce moment-là qui est particulier, et comprendre à côté de ça quel va être le réel signal de changement climatique là où on doit s'inquiéter.
Mais je dois dire que personnellement, moi, je suis très inquiet pour le futur des coraux. Hein. La résilience, elle a certaines limites, puisqu'il y a, si vous avez devant vous, vous plongez, j'ai beaucoup plongé quand j'étais là-bas, vous allez avoir sur quelques mètres plus de 800 espèces coralliennes différentes sur une barrière de corail, 800. Et si vous bougez, il y en aura encore 800. Enfin, c'est une biodiversité énorme. Quand on parle de résilience, il se peut qu'il y en ait 3 qui résistent. Donc ça a pu être le même tableau, là. D'ailleurs, avant de laisser la place aux questions, c'est une chose vous m'aviez raconté, André, j'avais adoré ça, c'est-à-dire que non seulement vous faites des prélèvements de coraux, mais en fait, vous faites un séquençage ADN pour voir justement lesquels sont les plus résistants et peut-être fabriquer le corail du futur qui sera résistant à tout ça. C'est ça l'objectif. Oui, aujourd'hui, la science évolue très vite, hein, et les séquençages, il y a 15 ans encore, c'était trop cher, hein, d'avoir les génomes, de pouvoir connaître les génomes d'une espèce. Aujourd'hui, ça devient accessible, même à vous tous. Vous pouvez connaître votre génome avec des boîtes privées qui font ça sur commande. Pour savoir ceux qui resteront. D'où vous venez, en fait. Il y a tout un arbre qui est dressé après le génome. Et nous, on fait ça avec les organismes marins aujourd'hui, donc systématiquement. Donc, il y a les génoscopes à Paris, à Ivry, qui séquencent. Donc, on fait du sequencing pour arriver à l'ADN de l'organisme. Et en fait, on produit des bases de données colossales. Hein. On a, pour les planctons, par exemple, 117 millions de gènes ont été identifiés sur 2 milliards de paires ADN en fait, collectées. Donc, en fait, après, tu utilises la machine, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui va poser des questions à cette base de données. Dans quelles conditions de température et de salinité tel résiste ensemble. Et du coup, on va pouvoir avoir des diagnostics par la bioinformatique, en fait, avec l'aide de la bioinformatique, pour pouvoir comprendre quelle est l'espèce qui va résister mieux et du coup pouvoir aider les pays à l'implanter, à faire du bouturage, comme je disais. Du bouturage, voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que certains d'entre vous... Voilà, ouais. Voilà, ici, et vous ensuite. Mais bien sûr. Merci. Bonjour, je m'excuse, j'ai 2 questions. Je ne sais pas si vous pourrez. Choisissez la meilleure. Donc, on a vu que le pH donc varie en fonction de la température. Est-ce qu'il y a aussi d'autres variables qui influent sur le pH des océans? Et puis, ma deuxième question, c'est le bouturage. Ne risque-t-il pas vraiment d'amener une modification aussi de l'écosystème là où il va être fait, dans le sens où on a une biodiversité énorme au niveau des coraux, donc un écosystème qui gravite autour, et donc ce bouturage va, à mon avis, complètement uniformiser, quoi. Ouais. Uniformiser, et on va perdre énormément peut-être en biodiversité. Alors, donc voilà mes 2 questions. Alors, je peux répondre pour le pH et je te laisserai pour le bouturage. Donc le pH varie surtout en fonction du gaz carbonique, pas tant de la température, le pH dans l'océan. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on émet du gaz carbonique, et plus de la moitié de ce gaz carbonique, il rentre dans l'océan par échange gazeux, et sa présence dans l'océan va chaîner une réaction avec les carbonates qui fait qu'on acidifie l'océan. Et évidemment, l'émission de gaz carbonique va modifier la température de la Terre, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est ça l'influence, au fait, vraiment. Oui, pour le bouturage, on est très prudent, hein, bien entendu. Hein, il faut être très, très prudent, mais il y a des expériences qui sont quand même concluantes, y compris à Wallis et Futuna, dans le territoire outre-mer, là où vraiment où ils ont perdu, c'est-à-dire là où il y a eu la mortalité, où il n'y a plus rien, où ça n'est pas... Parce que les blanchissements, ils lâchent les os sans les corails. Des fois, ça revient, des fois, ça ne revient pas. Donc, du coup, c'est perdu. Et donc, du coup, il y a des chercheurs locaux qui essayent de réensémencer, en fait. C'est comme après une destruction d'une forêt, il faut replanter, quoi. Il faut replanter certaines espèces. Donc, on essaye de sélectionner les bonnes pour que, du coup, ça soit réintroduit, mais des espèces plus résistantes. Oui, bonjour. Sur le fait que d'ici 20-30 ans, les océans seront vidés de tout ce qui est vivant, hein, je pense qu'il faut être un petit peu alarmiste vu la situation. Je suis étonnée qu'on n'ait pas cité la principale raison, et de très loin, qui s'appelle la pêche.
C'est quand même la pêche avec des filets de plusieurs dizaines de kilomètres de long qui ratissent tout, qui ravagent tout. On sait que le lobby pêche est ultra puissant, notamment en Europe, et que la France est la deuxième pêcherie mondiale. Donc, je me demande un petit peu combien vous êtes payé pour parler du plastique et pas de la pêche, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant. Non, mais parce voilà. que non, mais pardon. Enfin, on a aussi des intervenants. Eux, ils font prélèvement de corail. Lui, il s'occupe, voilà, sur les pêcheurs. Oui, mais non, mais je vais répondre. On n'est pas payé, rassurez-vous. Et ils sont pas payés. Non, mais je vais répondre. Non, mais je vais répondre. Nous avons bien sûr une action de plaidoyer contre la surpêche. Nous avons participé à la campagne avec Bloom, avec l'association Bloom de notre ami Claire Novien, qui a travaillé pour la fin du raclage des grands fonds. Nous avons participé à la campagne contre la pêche électrique, qui a été une grande victoire à Bruxelles récemment, où toutes les associations ont réussi à un vote au Parlement. C'est pas gagné totalement, mais ce sont des étapes qu'il faut passer. Il faut gagner au Parlement européen parce que la politique européenne de la pêche, la PCP, est la base du cadre légal sur la pêche européenne. Donc il faut passer par ce. Et puis je peux vous dire que on a dénoncé les flottes de pêcheurs. On a même fait à bord des Tara dans le Pacifique des alarmes. On a dénoncé la pêche illégale en pleine campagne, la pêche illégale illégale. Oui, mais après, on n'est pas Sea Shepherd. Chacun son rôle. Il y a des associations comme Sea Shepherd qui envoient des bateaux, qui font couler les pêcheurs. Nous, on est moitié breton, donc on aime les pêcheurs aussi. Je ne pense pas qu'on peut supprimer les pêcheurs de la planète. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc, je pense qu'il faut comprendre. Il faut travailler là où on peut. Donc, c'est au niveau du législatif, c'est au niveau de la politique de pêche commune, mais nous ne sommes en aucun cas payés par les pêcheurs et nous participons très activement au lobby contre la surpêche. Je peux... Donc oui, pour rassurer madame, on a la chance dans notre communauté scientifique, au moins en France et dans beaucoup de pays, d'être totalement indépendant de toute pression de lobbying ou autre. Donc vraiment, là, je peux vous rassurer, je peux vous garantir qu'au moins dans mon laboratoire, les gens n'ont pas du tout les pieds et les mains liés. Et d'ailleurs, ils ont la langue pas liée du tout. Je vous invite à venir voir, il n'y a aucun problème. On travaille parfois sur les domaines de la... avec les halieutiques, nos collègues qui étudient les pêcheries. Et je peux vous citer un exemple qui était assez intéressant, puisque évidemment, comme vous et comme beaucoup, je m'inquiétais de la surpêche. Enfin, je suis inquiet de la surpêche et du fait qu'on vide les océans. C'était dans le Pacifique également. Et donc, la question des habitants insulaires du Pacifique, c'est comment va-t-on se nourrir en 2030, en 2050 et en 2080 ? Puisqu'on pêche dans les coraux, dans les récifs coralliens, on pêche, c'est là qu'on se nourrit depuis des millénaires. Comment on va faire, puisqu'il y a plus de monde, puisque les coraux commencent à être en danger, et qu'il y a de moins en moins de poissons. Donc c'était la grosse question, et ça nous a amené à aborder le sujet sous un angle climatique, en ce qui me concerne, l'océan, comment vont être les courants, comment vont être portées les larves de poissons, comment vont se comporter les coraux, avec des gens qui étudient l'habitat, parce que les poissons... beaucoup d'entre eux, même s'ils ne sont pas dans les coraux, dans leur cycle de vie, ils vont se reproduire dans les coraux, ça les protège. Et également les migrations des poissons, typiquement les thons. Et ça a permis d'établir des documents, enfin une compréhension de comment fonctionnait le système et de donner aux politiques des solutions et des bases pour légiférer et pour observer. Et typiquement, on a des grosses pêches au thon dans le Pacifique Ouest, avec un stock de thon, c'est du thon albacore qui n'est pas en danger, oui, mais par contre, il faut le préserver. Il faut comprendre comment il se comporte, il faut pouvoir contrôler combien on en pêche, parce que c'est une ressource hyper importante, mais si on le pêche trop et qu'on le tue, on n'aura pas l'air très fin dans quelques années. Donc l'idée, c'est de donner des bases au gouvernement pour qu'il puisse légiférer et surveiller derrière. Pour cet exemple particulier, parce qu'on a de la chance que ce stock n'était pas en danger à l'époque de l'étude. Oui, bonjour, merci pour ces informations intéressantes. Vous parliez de la pollution par le plastique, notamment l'impact sur le plancton. Comment pouvons-nous agir aujourd'hui
en sachant que le phénomène va s'accentuer. Et quelles sont vos recommandations? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'on ne pourra pas nettoyer l'océan. Contrairement à ce qu'ils disent certaines solutions miracles qu'on nous présente, des flottes, des bateaux nettoyeurs, etc. 80% des morceaux de plastique en mer sont des micros et des nanos qu'on ne peut pas pêcher même avec des engins les plus sophistiqués. On ne les voit pas en fait. Donc la seule solution, c'est vraiment à terre. C'est d'abord changer nos habitudes de consommation, abandonner les sacs plastiques, abandonner les plastiques à usage unique, mais aussi pousser les industriels à réduire leur emballage, donc l'éco-conception, l'emballage des déments. Les bioplastiques, bon, là, c'est une question complexe, ça vaut une discussion d'une demi-heure que sur ça. Est-ce que le bioplastique des déments, il est dégradable dans l'océan ou pas? C'est toute une recherche qui se penche sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les solutions, c'est vraiment réduire, recycler, réutiliser et penser une consommation des déments qui a plus de plastique ou empêcher ces plastiques d'arriver jusqu'à la mer. Oui, quelque part, le plastique est une problématique simple. Je vais être provocateur, mais on connaît les sources. Ça sort dans l'océan, mais on sait très bien d'où ça vient. On connaît très bien les rivières. Alors, parce que je dis ça parce que une des innovations vers laquelle on va dans notre laboratoire, c'est d'étudier cette transition entre les fleuves. On travaille avec des hydrologues et puis ce qui se jette dans l'océan. Et par là, il passe beaucoup de particules et du plastique. Donc on sait d'où ça vient, on sait comment faire pour arrêter les sources. À notre niveau en France, on peut réduire, comme tu le dis, un maximum, mais après, c'est des conventions internationales qu'il faut absolument qu'elles se mettent en place pour arrêter les arrivées de plastique, dont les filets de pêche. D'ailleurs, on parlait de la pêche, mais c'est une énorme partie. Voilà, merci. Il est l'heure de libérer la scène. Merci Alexandre Ganacho, André Abreu. Et dernière question, si, pour suivre la prochaine expédition de Tara, c'est quoi? Alors, Tara, l'année prochaine, on va travailler sur les plastiques, justement, et l'interaction entre les bassins versants et le large, donc dans des grands bassins versants européens. On va essayer de comprendre d'où ça vient, toute cette manne de plastique qui est, notamment pour la Méditerranée, c'est très, très compliqué, mais la Garonne aussi est concernée. Il y a un projet qui vient d'être lancé avec Alexandra Terralé qui va essayer de comprendre aussi plus sur la Garonne.